Je peux pas, il y en a trop. Je peux pas, il y a trop de cadenas. Je peux pas tous les enlever. Je suis désolé, ok? Je suis désolé, tu comprends? Désolé. T'entends? Je suis désolé. Je suis désolé. Tout le monde à terre! Salut, c'est l'écran fou. Et alors, c'est qui l'avait dit, hein? C'est qui vous avait prévenu qu'on allait avoir un épisode où on allait bien se faire chier avec les intrigues d'aileron, du rein et des pieds pourris, hein? C'est qui? C'est le kiki de tous les kikis. Eh oui, c'est Bibi. Donc on est reparti pour un tour avec cette extraordinaire série des anneaux de pouvoir qui déchaînent les passions à chaque instant. D'ailleurs, je vous remercie pour l'engouement que vous montrez à mes vidéos et les encouragements de certains, si on fait abstraction de quelques brûlants d'enfer Satan ou encore t'as rien compris, Jeff Bezos est notre sauveur, de la part des fans perdus de la série. Après, que voulez-vous? On peut pas dissuader les gens d'aimer, hein. Cette merde est vraiment délicieuse. Donc merci à tous, et si vous n'arrivez que maintenant sur cette chaîne, pensez à vous abonner, vous allez voir, on s'éclate, on parle petit poney et vidéos de chat, c'est génial, donc abonnez-vous. Bref, donc nouvel épisode des années de pouvoir. Alors pour rappel, la semaine dernière, le ton monté d'un cran dans la série avec un épisode entier consacré à la guerre, où la méchante armée d'Adar est venue faire bobo aux derniers villageois vivant sur les terres du sud, qui avaient trouvé refuge dans la tour de garde, mais que la guerre, en vrai c'est pas évident, hein. Du coup, c'était génial, on avait de la baston pendant presque 1 heure avec des armées qui passaient de centaines à 20 guignols ou inversement, selon le besoin du scénario et selon le budget, parce que tu comprends, 200 millions de dollars la saison, c'est un peu juste financièrement, hein. On apprenait aussi que, en vrai, Adar, lui, tout ce qu'il voulait, c'était l'épée magique, que les villageois lui donnent d'ailleurs dans l'espoir d'avoir la vie sauve. Ah, qu'est-ce qu'ils sont naïfs. Mais heureusement, avant d'avoir la gorge dans le même état que celle du cochon qui demain sera transformé en boudin noir, les villageois sont sauvés in extremis, car l'armée de Numénor arrive à la rescousse à 5 secondes près, hein, et pile au bon endroit, sur toutes les terres du sud, hein. C'est quand même pratique le fruit du hasard. Donc armée qui a réussi à venir jusque-là grâce à un saut dans le temps, grâce au convecteur temporel installé dans leur bateau, et avoir navigué à la vitesse de 88 miles à l'heure, leur permettant ainsi de faire en 24 heures ce qu'ils auraient dû faire justement comme trajet en 5 jours. Là d'ailleurs on découvrait que dans les terres du sud où ça se passe, il peut faire jour pour quelqu'un et nuit pour une autre personne, même à seulement 5-10 km qui les séparent. L'armée ennemie est vaincue, Adar nous explique qu'en fait il était un elfe autrefois perverti par la cruauté de Sauron et qu'il l'aurait tué en retour. Donc Adar qui avait en douce passé l'épée magique à Judas, donc le fameux vieux villageois qui lui avait prêté allégeance, et qui est donc parti planter l'épée dans une serrure spéciale, permettant ainsi de déverser les eaux du barrage du coin jusque dans le volcan en face, qui se met donc à exploser et inonder de ses cendres et de ses flammes tout le village, et bien plus encore. Donc un épisode bien trop nerveux, hein, pour ce que la série nous avait appris à subir comme rythme, hein. Franchement, quand t'es pas prévenu, c'est un choc, hein. C'est lourd, hein. Heureusement, l'épisode 7 revient aux fondamentaux et nous repropose enfin de l'emmerdement. Rassuré? C'est bon? Alors c'est parti. Alors on retourne finalement au village, ou du moins ce qu'il en reste, hein, pour découvrir que tout n'est désormais qu'atmosphère de désolation rougeoyante et cendrée à l'extrême. Même Lucifer y est jaloux, hein. Et Galadriel qui se réveille en mode si je vais bien, c'est Juvamine. En même temps, je vois pas le problème, hein, quand tu t'es bouffé le souffle carbonisant d'un volcan en pleine margoulette et que ça fait 1 heure que tu respires de la cendre, y a pas de raison que t'y passes, hein. Et donc elle tombe sur Théo, le fils de Bronwyn. Bref, dans ce chaos, personne n'arrive à se retrouver, parce que tu comprends, le village, il était de la taille d'un lotissement de 4 baraques, et là maintenant ils sont tous éparpillés sur des kilomètres et des kilomètres, c'est fabuleux. Dans un autre endroit du village, la reine de Numénor aperçoit Isildur, souvenez-vous-en bien, hein, on y reviendra. Et donc elle vient lui filer un coup de main pour sauver les gens. Manque de bol, Isildur finit avec les décombres d'une baraque sur le brushing, ce qui a vite fait effectivement de le tuer jusqu'à ce qu'il soit mort. Hein, vous me croyez, hein? Vous me croyez qu'il est mort, Isildur? Le mec qui, des années plus tard, retirera l'anneau unique de la main de Sauron en lui coupant les doigts. Vous me croyez qu'il est mort, hein? Ouais. Bref, de leur côté, Théo est hyper vénère et voudrait carrément bien sauter à la gorge des orques parce que il les considère comme responsables de la mort de sa mère Bronwyn. Vous savez, cette femme qui aurait pu mourir avec sa flèche dans l'épaule à l'épisode précédent dans une séquence qui aurait été émotionnellement presque forte, hein, surtout comparée à tout le reste de la série, mais que les scénaristes finalement ont décidé de ramener à la vie. Et bien là, on nous fait donc croire que toute cette survie aurait finalement servi à la tuer hors champ. Sympa, hein? Hein, que vous y croyez qu'elle est morte elle aussi, hein, que vous y croyez. D'ailleurs, Halbrand aussi est mort, hors champ, comme n'importe quel Jean-Jacques. Ah non mais j'y crois à fond là aussi, hein. Donc faut vraiment croire qu'on a tué des héros hors champ, un stratagème d'écriture scénaristique de niveau CP. Bref, face aux merdeux un petit peu en colère, Galadriel tente de calmer le jeu, autour de quelques échanges. Meuf, je t'explique,
t'aurais pas été là, le résultat aurait été le même, quoi. Même, voire en plus rapide. Donc tu peux remballer ton stand d'apitoiement insensé, quoi. Après du blabla chiant comme la mort, Galadriel donne son épée à Théo en lui préconisant d'embrasser la voix du soldat. Et donc, quand on sait justement l'effet que ça lui fait de tenir une arme, non, en fait, on va pas en parler, parce que, franchement... Pendant ce temps-là, la reine de Numénor et son lieutenant arrivent à proximité d'Elendil, donc le fameux chef de la garde, et donc on lui apprend qu'Isildur est mort. Du coup, il est quand même un peu triste, hein, grosse séquence d'émotion à travers son visage. On est tellement marqué en tant que spectateur, surtout vu à quel point on y croit en cette mort. Hein. Bon, au passage, ce qui est fabuleux, c'est de constater que tout a littéralement cramé autour d'eux, mais que personne n'a la moindre brûlure. C'est génial. Mais très vite, lui et le lieutenant Jean-Kévin viennent à se rendre compte que la reine, en fait, elle est aveugle. Alors qu'en vrai, au début de l'épisode, elle voyait très bien. Bon, oui, entre-temps, c'est vrai, elle s'est prise quelques braises sur la joue, qui l'ont légèrement brûlée, mais légèrement, hein. Donc si elle en avait pris dans les neuils, tu penses bien que ça se verrait quand même, qu'elle aurait des trous à la place des pupilles. Et puis, franchement, je suis désolé, mais c'est que dalle, quelques braises dans la face quand t'as bouffé une éruption volcanique aux premières loges et que tu y as survécu. Mais bref, passons. À la nuit tombée, Galadriel et Théo décident de se planquer sous un arbre pour pioncer quand arrive une poignée d'orques. Théo qui se prend pour un ouf et qui commence à vouloir dégainer son épée bien bruyamment pour les raser de près. Mais voilà, Galadriel est encore obligée de le calmer parce que putain, mais mec, à 10 contre 1, qu'est-ce que tu comptes faire franchement? Ah non, mais vraiment l'adolescence, quel âge con quoi. Bref, il manque de peu de se faire tuer par les orques qui préfèrent tracer la route pour s'assurer que le bistrot de Dédé a pas cramé avec l'éruption. Et puis surtout que s'ils avaient mis la main sur l'elfe et le gamin, ça aurait été rapide. Hein. Alors déjà que tout le monde est mort dans les héros, que vous y croyez fort. Donc c'est pas pour buter Galadriel en plus. Le lendemain matin, les rescapés du volcan arrivent au camp de base. Elendil, il est toujours fâché. Alors attends, je t'explique mec. Oui, ton mioche est mort. Enfin, normalement. Mais gros, dans tous les cas, primo, à quel moment t'as oublié de te dire qu'en acceptant d'envoyer ton gamin à la guerre, il avait rien à craindre? Tu t'imaginais quoi? Qu'il allait jouer la marelle avec l'ennemi et rentrer tranquille et mille à la Casbah à l'issue, quoi? Et secondo, rappelons que, dans tous les cas, même que t'aurais pas décidé de te lancer dans cette quête foireuse pour Galadriel, la guerre, tu te doutes bien qu'elle serait arrivée jusqu'à Numénor à un moment ou à un autre. C'était inévitable. Ah non mais vous allez voir, hein, autant dans l'épisode précédent c'était un florilège de démonstration de la connerie des scénaristes, mais dans cet épisode c'est les personnages qui sont à l'honneur, ils sont cons. Mais tous ils sont cons, hein. Bon, vous inquiétez pas, les scénaristes n'ont pas perdu la main au cours de route non plus. Arrivent aussi au camp de base Théo et Galadriel qui en à peine 24 heures ont réussi à faire le trajet à pied alors que dans l'épisode 6 on nous disait qu'ils avaient un jour de cheval pour atteindre le village des terres du sud. Je vois que les scénaristes n'ont pas perdu la main avec le sortilège de la vraisemblancium d'un épisode à l'autre, c'est bien. Théo entre dans une toile de tente qui sert d'hôpital de fortune et qui découvre que les gens ont un petit peu ramassé, mais miracle. Et ben oui, sa mère, Bronwyn, elle est vivante. Non mais alors ça, si on me l'avait dit, j'y aurais vraiment pas cru. Hein. Et Arondir aussi a survécu, c'est magique. De son côté, Galadriel demande audience auprès de la reine Myriel de Numénor. La reine qui, comme elle voit que dalle, décide de toucher le visage de Galadriel pour analyser son ressentiment. Comme un aveugle a appris éventuellement cette méthode avec des années d'apprentissage, mais elle, nos problèmes, 24 heures sans voir, et je te mets à l'amende n'importe qui. Tu vas voir que bientôt, grâce au sortilège Facilitus Scenaristica, elle aura appris le braille en 1 heure. Bref, la reine Myriel qui annonce qu'elle repart à Numénor, mais qu'elle compte bien revenir avec une plus grande armée car le mal est ici et il faut le vaincre. Donc une fois les bateaux partis dans le camp, il doit compter à peu près 50 Pékins alors que le village en comptait 25 avant l'éruption volcanique, merci. Galadriel apprend que, oh bah ça alors, Halbrand est vivant. Et dire qu'on pensait qu'il était mort hors champ lui aussi. Et donc cet effet de surprise de fin d'épisode totalement imprévisible. Non mais en vrai c'est génial parce que vous dans la vraie vie vous avez plus de risques de mourir en vous coupant avec une feuille de papier que eux en se prenant les fumées et les flammes du plus grand barbecue du monde quoi. Donc Halbrand qui est vivant mais mal en point car il s'est visiblement pris un truc pas forcément très cool dans le buffet. Il va donc falloir le guérir. Mais pendant ce temps, pendant toute cette intrigue, allons voir ce qu'il se passe du côté des pieds pourris, puisque oui, rappelez-vous, leur intrigue était tellement extraordinaire que la prod leur a proposé d'hiberner durant tout l'épisode 6. Oui, eux, ça a carrément été le gel de leur intrigue, mais en même temps. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Bref, donc ils continuent leur voyage pour aller chercher à bouffer en chantant des chansons insupportables qui parlent de bouffe, et les voilà qui arrivent sur un vallon verdoyant, au sommet duquel se trouvent des arbres fruitiers, mais qui, hélas, ont morflé un petit peu, puisque les projectiles de roche en fusion issus du volcan ont tout cramé. En même temps, ça a pété tellement fort que même l'éruption du Krakatoa, il y a 150 ans, fait limite pas le figure, alors que pour précision, le Krakatoa, quand il a explosé, tu pouvais entendre le bruit même à 5000 km de distance. Mais les pieds pourris, eux, non, ils ont rien ressenti, rien entendu.
tant que ça n'a pas l'odeur de la bouffe, de toute façon, rien ne les atteint. En même temps, quand tu sais que lorsque Rocketman s'est craché presque à 1 mètre de leur panard dégueulasse, ça a fait tilt à personne mis à part Nori, donc la fameuse gamine fouille de merde, donc on est dans la continuité quoi. Et donc on demande à Rocketman s'il veut bien user de ses pouvoirs pour guérir les pommiers, parce que tu comprends la bouffe hein. Du coup, le magicien essaie, mais manque de tuer accidentellement un gamin pas prudent, du coup on lui en veut un petit peu, alors que le mec à la base il a rien demandé hein. Et puis bon, c'est normal parfois d'échouer. Moi aussi parfois, quand je fais de la magie j'échoue, c'est pas grave hein. Attention 1, 2, et hop. Bref, Rocketman sent qu'il est plus trop le bienvenu ici, hein, et puis bon, il commence à plus se sentir très très bon, vu que bon, déjà, il a pas pris de douche ni de bain depuis son arrivée, et donc il décide de partir pour aller chercher ses fameuses étoiles. Le lendemain matin, on se rend compte que le sortilège de Rocketman a été efficace au final, puisque tout a repoussé dans la nuit, au point qu'ils ont fait un stock tellement monstrueux qu'ils pourraient rivaliser avec le stock de moutarde qu'on planque dans les entrepôts français. Mais bon, vu comme ils crèvent la dalle en permanence, allez, ça va leur faire un repas tout au plus au pied pourri, quoi. Mais au loin, une menace approche. Car oui, les 3 sorcières blanches qu'on avait vues dans l'épisode 5 ont suivi la piste de Rocketman et donc des pieds pourris, ce qui les amène jusqu'au pommier. Les voyants reprendre la route en direction du chemin emprunté un jour plus tôt par Rocketman, Nori qui décide donc d'utiliser le subterfuge très subtil de Jésus 2 le retour. Regardez cette colline. Allez voir là-haut si j'y suis. Ok, donc toi tu vois 3 femmes habillées en blanc qui s'approchent d'un pommier, t'en déduis que c'est une menace. Mais comment tu sais que ce sont des méchantes? Tu les connais même pas. Donc ça, c'est le syndrome Patrick Jane typique des scénaristes médiocres qui permet de connaître les choses avant l'heure. Si ça se trouve, elles sont là pour aider Rocketman justement, t'en sais absolument rien, mais t'as décidé en ton âme et conscience et débilité que c'était des méchantes sorcières. D'ailleurs, la chef des 3, que je vais baptiser Slim Shady pour sa ressemblance à Eminem, n'est pas très contente qu'on agite une torche sous son pif pour la menacer, et bien décide finalement d'agripper le fameux objet pour en absorber les flammes et ensuite les recracher sur les pommiers et les réserves de bouffe des pieds pourris. Voilà, ça vous apprendra à faire les cacous, bande de nabus. Du coup, le lendemain, on essaie de remettre dans l'ordre dans ce merdier, tout le monde semble désespéré, et surtout que, bah ouais, le petit déjeuner a été un petit peu limite, seulement 3 kilos de bouffe par tête de pipe. Mais bon, le papa de Nori tente de redonner de l'énergie à l'assemblée à base de discours à grand renfort de tubes de moraline appliqués 2 fois, supplé, où il est question de choses tellement intéressantes comme le fait qu'ils sont courageux, ou encore de savoir quelle est la bonne longueur de poil d'orteil que doit avoir un pied pourri, et Nori de décider finalement, avec quelques valeureux camarades, de partir à l'aventure pour retrouver son Rocketman adoré, avant que Slim Shady et son girls band lui mettent la main sur le paletot. Et donc la troisième intrigue de cet épisode, eh bien c'est celle de Elrond et Durin. Oui, parce que eux aussi, ils ont tapé un petit roupillon pendant l'épisode 6, hein, en sachant que bon, ils ont déjà une intrigue tellement palpitante, puisque le but d'Elrond, dans cette saison, a été de taper des allers-retours entre la vallée des elfes et les montagnes des nains. Voilà, c'est génial. Et donc Elrond qui se pointe devant le roi des nains. Si, un peu mec, dans l'épisode 5, t'as trahi ta parole en révélant à ton seigneur le secret de Durin sur le mithril. Mais bon, on n'est pas à ça près. Quoi qu'il en soit, on peut reconnaître que faudrait quand même être con pour refuser une offre pareille. Et le roi des nains est particulièrement con, alors... T'as vraiment pas de bol, Elrond. Du coup, Durin est désolé pour lui, il décide de se dire au revoir via un rituel ancestral de l'amitié très complexe. Pouf, pouf, patapouf, on se tape sur les mains. Pouf, pouf, patapouf, on sera toujours copains. Jusqu'au moment où une réaction du mithril sur une feuille morte pousse Durin à agir. Il rappelle Elrond et tous deux décident de creuser pour tenter de trouver le mithril. Lors de leur pause clope, on découvre que finalement, au duel du marteau lors de l'épisode 2, Elrond a fait exprès de perdre pour s'assurer d'avoir une audience avec Durin. Non mais bon, ok, on a compris qu'on nous prenait pour des imbéciles en comblant le vide de l'histoire à grands coups de remplissage façon Dame de Noël. Mais là, ils en sont carrément rendus à faire du remplissage contradictoire, sous couvert d'un blabla en mode sortez les violons, tout ça pour justifier cette action totalement illogique. Donc allez-y chers téléspectateurs, penchez-vous bien, le docteur Amazon va vous inoculer des suppositoires à la viande par douzaine. Bref, après ce débit d'absurdité, ils décident de se remettre au travail et finissent par trouver la fameuse carrière de mithril. Manque de bol, le père de Durin se pointe dans leur dos et décide de foutre Elrond à la porte, tandis que Durin tente de convaincre son vieux comme il peut. Mais que voulez-vous, hein, c'est le père de Durin, hein. Il nous a déjà prouvé qu'en matière de bagage intellectuel, il aime bien voyager léger. Du coup... Voilà, ce qui a vite fait de valoir à Durin un déshéritage direct en règle. Durin part donc bouder dans les bras de sa femme qui révèle qu'en gros de toute façon le vieux est plus digne de régner et que Durin est l'héritier donc il mérite ce royaume mais aussi l'exploitation du mithril, tandis que le vieux lui veut reboucher le trou après y avoir jeté dedans une feuille de l'arbre sacré des elfes qui au fond de la grotte réveille un Balrog qui pionçait ici depuis des siècles. Qu'est-ce qu'il foutait là? On n'en sait rien, les scénaristes non plus visiblement, hein. Mais alors une chose est sûre, c'est qu'effectivement cette feuille elle a eu autant d'effet sur lui qu'un pochon de tête de bœuf que t'agites sous le nez d'un Jamaïcain endormi.
Mais alors au fait, qu'en est-il justement des méchants, et notamment de Hadar? Eh bien lui, il est tout content justement de cette explosion, car les terres pleines de cendres et couvertes de ce nuage épais rouge, eh ben il a décidé que c'est son nouveau chez lui. Et donc Hadar de rebaptiser cette terre sous le nom de Mordor. La grosse révélation finale de l'épisode, que évidemment tout le monde avait déjà compris avec l'explosion du volcan à l'épisode précédent, parce que, bah je suis désolé, hein, on n'est pas si con que ça. Hein. Bref, vous l'aurez compris, un épisode de vide comme on les aime avec cette série, hein. On a été gâtés décidément. Bon, reste à savoir ce que le dernier épisode de la semaine prochaine compte bien pouvoir nous raconter pour tenter de nourrir cette envie inébranlable de poursuivre cette série incroyable, parce que là, je vois pas. Mis à part un Balrog, je vois vraiment pas ce qu'on va pouvoir nous raconter en seulement 1 heure, d'autant qu'en plus l'armée de Numénor est partie. Non mais arrêtez, hein, je suis quand même inquiet. Si ça se trouve, l'épisode va être extraordinaire et du coup je saurais pas quoi dire. Ah non mais attends, on n'est jamais à l'abri, hein. Sur 8 épisodes, 7 épisodes de merde et puis un dernier épisode extraordinaire, tout est possible, hein. Mais bon, il manquerait plus qu'il consacre une bonne partie de l'épisode autour d'Isildur qui aurait survécu, mais que on sait tous qu'en vrai, il est vraiment mort, n'est-ce pas, hein qu'il est mort. Non mais en plus c'est fabuleux parce que là, ça y est, on a eu confirmation que le tournage de la saison 2 vient de débuter, ce qui veut dire que le scénario n'a visiblement pas été corrigé en fonction des retours assez mitigés des spectateurs, donc on devrait avoir encore la même qualité au rendez-vous pour la saison 2, et donc je vais avoir encore beaucoup de boulot à vous offrir. Bref, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Smile, il fallait trouver Predator, réalisé par John McTiernan et sorti en 1987. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des petits commentaires dans la bienveillance, à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye bye.